Bonjour et merci d'être toujours avec nous pour cette deuxième partie de l'émission Bienvenue chez Pris que nous introduisons depuis le magasin Forêt d'Afrique à Montreuil, au 59 rue du Capitaine Dreyfus, chez Adama, le propriétaire, qui nous permet, grâce à de nombreux produits, bijoux et plantes, de respirer le Mali depuis Paris. Dans cette deuxième partie d'émission, avec Drissa Kanambaye et Dougou Alphaba Konaré, nous essayons de comprendre les causes de l'instabilité au Mali et comment le conflit intercommunautaire entre les Peuls et les Dogons a atteint un autre stade, celui de la lutte contre le djihadisme. Pour rappel, la crise découlant de la prise du contrôle du nord du Mali par des groupes indépendantistes et des groupes terroristes de 2012 à 2013 et le coup d'État de mars 2012 ont suscité une vague d'instabilité et le soutien de la communauté internationale au Mali. L'organisation d'élections et la signature de l'accord d'Alger ont constitué des avancées positives. Cependant, les difficultés persistent sur fond d'instabilité gouvernementale. La présence des forces internationales au nord assure une relative stabilité, mais les groupes terroristes adaptent leur mode d'action et se sont installés au centre du Mali, notamment près de la frontière du Niger et du Burkina Faso. Ils s'attaquent aux symboles, aux représentants de l'État et aux populations. C'est parti pour la deuxième partie de cette émission avec Drissa Kanambaye et Dougou Alphaba Konaré. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on devrait s'associer pour combattre l'ennemi qui vient d'ailleurs, voilà, le djihadisme. Mais comment est-ce qu'ils ont accepté de loger ces personnes? Mais on peut comprendre aussi, parce que ces gens, tu n'acceptes pas de les loger, ils sont capables d'attenter à ta vie. Donc, mais vous avez un objectif commun maintenant. Mais ça aussi, c'est une nuance qui est importante. Je me souviens, il y a 2 ans, quelqu'un qui me disait, et vraiment, moi, je n'avais jamais pensé à ça de cette manière, quelqu'un qui m'a demandé, mais comment ça se fait que les Peuls soutiennent les djihadistes? Et en fait, j'étais choqué parce que je n'avais jamais compris la chose comme ça. Et je me suis dit, il n'y a pas eu un effort de pédagogie. Ce n'est pas que les Peuls soutiennent les djihadistes. C'est que quand un djihadiste arrive quelque part, vous n'avez pas de tradition martiale, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Ce n'est pas parce que le djihadiste dort chez vous que pour autant vous êtes complice du djihadiste. C'est pas pour autant, c'est pas parce que… Il y a une cohabitation. Qu'il y a une cohabitation. Et puis moi, ce que je dirais aussi, c'est que quand même, les premières notabilités qui ont été tuées, elles ont été tuées dans la communauté Peul. D'ailleurs, on se souvient très bien que Amadou Koufa, quand il a proclamé ce fameux djihad en début 2015, l'un de ses actes fondateurs, c'est de s'en prendre au mausolée des anciens rois du Massina, qui étaient pourtant des chefs théocratiques aussi. Et lorsqu'il s'en est pris au mausolée à Hamdalaï, en plein centre du Massina, la famille Bari, qui est une famille Peul, héritière des djihadistes, a protesté, a dit « nous ne pouvons pas accompagner le djihad de ces gens ». Et c'est immédiatement après que les assassinats ont commencé et que les gens ont été obligés, dans certains hameaux Peul, de recevoir, de faire la prière avec les djihadistes. Et si l'État était intervenu à ce moment-là, et si l'État avait même collaboré avec les élites Peul à ce moment-là, il n'y aurait pas eu le délitement qu'il y a eu par la suite et qui a donné lieu à 2016 par l'expulsion de beaucoup de Peuls de leur village dans le centre du Mali où les gens disaient « vous êtes les complices des djihadistes ». Quelle est la stratégie d'Al-Qaïda et d'AQMI avec les Peuls ? C'est une stratégie comme celle qu'ils ont eue avec les Tchétchènes, c'est une stratégie comme celle qu'ils ont eue avec les opposants au régime de Bachar el-Assad, c'est une stratégie comme celle qu'ils ont eue partout dans le monde de cibler des populations en se disant ces populations-là, elles ont des revendications légitimes envers leurs États et ces populations-là, on peut les avoir avec un certain discours de justice sociale. Et puis tous les djihads qui ont eu lieu dans les mondes Peul, ce sont des djihads qui sont basés sur des revendications de justice sociale. Le djihad de Hamdalaï du Massina, c'était les Peuls bergers sont des victimes des Bambara, des Touaregs, etc. Ce sont des infidèles, donc convertissez-vous et on va sécuriser. Effectivement, c'est ce que la théocratie a fait. Pareil au Fouta Toro, pareil au Fouta Djallon, etc. Oui, mais moi, en fait, même, bon, j'ai rebondi un tout petit peu même sur Ogossagou. Moi, je me dis, quand il y a eu Ogossagou, ce funeste événement qu'on peut vraiment, on peut qualifier de tout, avec tous les superlatifs, mais Ogossagou, là, il y avait quand même la milice de Sékou Boli qui était là. C'était une milice constituée qui s'est déclarée comme milice qu'on connaît, qui habitait à Ogossagou. Et on sait très bien que Sékou Boli et Amadou Koufa, à un moment, il y avait eu vraiment un discours où ils ne s'entendaient pas. Parce que Koufa voulant, Amadou Boli, enfin Sékou Boli, s'il vous plaît, qui voulait faire sortir, pour faire profiter de certains djihadistes, en tout cas de la communauté Peul, du DDR,
Mais Kufa lui avait quand même mis en garde contre cela. Et donc, moi, je me dis, mais pourquoi est-ce que la piste d'accrochage entre cette milice d'Amadou Kufa et la milice de Sékou Boli n'a pas été respectée? Donc, du coup, le lendemain, il y a eu massacre, je crois, un samedi. Le dimanche, il y a un conseil des ministres extraordinaire où on dissout le mouvement d'Anna Massagou. Moi, j'ai dit, mais comment est-ce que... en faisant ça même, l'État a légitimé quelque part que c'était les Dogons qui avaient assassiné les Peuls. Oui, ils ont dit qu'ils étaient responsables des tueries Peuls. Voilà. Comment est-ce et qu'ils continueraient de toutes les façons à intervenir. En moins de 24 heures, vous n'avez pas les services de la... C'est pas la CIA, c'est pas les FBI. Comment est-ce qu'en moins de 24 heures, on peut désigner des coupables d'une tuerie de masse? Il y a eu des erreurs. Moi, je pense qu'il y a 3 choses sur lesquelles il faut revenir. La première chose, c'est que Sékou Boli, le fait de récupérer des djihadistes, moi, je n'y crois pas. Je suis vraiment sceptique. J'ai vu des vidéos des gens de Sékou Boli. Pour moi, ça m'a plutôt l'air d'être une entreprise pour capitaliser sur le climat actuel, le DDR. Oui, on va faire des gens pour protéger et puis appuyer sans doute par l'État aussi. Moi, je ne donne pas de légitimité à ce que Sékou Boli fait. Ça, c'est d'un côté. Et puis de deux, il ne faut pas oublier quand même que ces fameux hommes de Sékou Boli, qui pour moi sont des bras cassés qui ont été récupérés pour dire oui, ça y est, ça marche bien, le DDR et autres, ces gens, ils ont quand même été désarmés. C'était des gens qui ont été amenés à Ogossagou. C'est des gens qui n'étaient pas en mesure de pouvoir faire quoi que ce soit pour combattre. Ils ont été aussi parmi les victimes. Ça, c'est la seconde chose. Et puis, la troisième chose quand même, c'est que Dana Massagou est connue depuis très longtemps pour les prises de position qu'elle a eues, pour les décisions qu'elle a voulu prendre par rapport à l'éviction des civils dans certains endroits en les blâmant de travailler avec les djihadistes. Et je pense qu'il y a une responsabilité de Dana Massagou. C'est mon opinion, d'autant plus que les gens qui ont été tués dans ce village-là sont à 100% Peuls. Il y a eu beaucoup de fausses informations disant oui, mais il y avait des Dogons dedans. Bon, c'était pas vrai. D'autres qui ont dit mais le chef de village est Dogon. C'était pas vrai non plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une zone où vous avez un village avec un côté Dogon, un côté Peul, etc. Les gens ont voulu parler de ça pour dire que c'était pas un crime ethnique. Pour moi, c'était un crime ethnique. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça contribue à ça. Mais juste pour finir là-dessus, moi je pense que la réaction du gouvernement doit être la même pour tout le monde. Désarmer Boli, désarmer Dana Massagou et autres, mais je pense que c'est vraiment la mauvaise stratégie du gouvernement qui a pu fâcher beaucoup de gens quand il y a eu la dissolution de Dana Massagou. S'il y avait eu une règle claire sur le désarmement de tout le monde avant, on n'en serait pas arrivé là. Et je pense aussi que c'est parce que le gouvernement s'est senti dos au mur qu'il a eu cette réaction aussi rapide. Je pense que le gouvernement a bien fait de condamner. Je pense que les dissolutions auraient dû se faire. Mais je pense aussi que dans la diplomatie, le gouvernement a une fois de plus péché. Le Mali, c'est 2-3 fois la France. Donc c'est peut-être difficile pour l'État malien de réussir. Sans doute. Pour moi, c'était une grosse blague. Parce que, honnêtement, quand il y a eu, l'ensemble du territoire. Oui, mais quand il y a eu cette histoire de DDR, il y a quand même 11 milices qui se sont déclarées. C'était de l'arnaque, hein. Voilà. Moi, je pense que c'était de l'arnaque. Mais ils ont quand même fait. Ils ont dit, se revendiquant des milices Peuls. Ça, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'est l'arnaque? Vous dites une arnaque? Moi, je dis que c'est une arnaque dans le sens où c'est pas la première fois que j'ai entendu ces histoires de milices Peuls. Moi, je me souviens très bien en 2016, en juin, des Peuls qui ont dit oui, nous, on veut faire partie du DDR. Il y a le fameux Hamafoune Diallo qui est un Peul ayant combattu apparemment en Sierra Leone, au Libéria, passé très sulfureux, bandit, mercenaire, ce que vous voulez, et que des gens essaient d'amener en disant mais voilà, lui, c'est un chef de guerre Peul, on dit qu'on veut des Peuls pour participer, pour aider l'État, pour faire le DDR, en voici un. Mais personne ne l'a suivi. Ils ont parlé plein de fois d'avoir 200, 300 personnes. Il n'y avait personne derrière eux. Donc, on a perdu le temps, on a perdu la confiance des gens et au final, ce DDR-là n'a pas marché. Mais ça a contribué à donner l'impression qu'il y a des Peuls qui sont armés, qui sont là, qui sont en train, soi-disant, de contribuer avec l'État. C'est eux qui ont dit. Hein. Nous, on a. C'est eux qui ont dit. Voilà. Effectivement, c'est eux qui ont dit. Non, Boli, quand même, c'est une milice armée. Ça, c'est. Lui-même, il le dit. Hein. C'est pas moi qui dis. C'est Boli même qui dit. Je crois qu'il y a même. Il y a des vidéos. Il y a des vidéos qui circulent. Il dit qu'il est vraiment. J'ai entendu, j'imagine que vous recevez aussi les mêmes vocaux que je reçois, où on dit, par exemple, Bandiagara, Koro, Douanza, il faut que tous les Dogons quittent. Tu vois, c'est immédiat. Sinon, ils seront écrasés. Bon, il y a des messages comme ça de part et d'autre. Maintenant, il faut vraiment une analyse conséquente. Moi, je suis pour
trouver des solutions. Vraiment, les accusations, ça ne nous mène finalement à rien. Mais quelle est la solution justement? Qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver à la stabilité, à la paix totale au Mali? La solution miracle ou la solution... La solution émanant de l'État, puisque l'État, vous le disiez, est défaillant, s'appuie sur le plan Serval, puis le plan Barkhane, l'opération Barkhane. Il s'appuie sur les militaires français qui ont pu sécuriser la zone, mais les militaires français n'ont pas vocation à rester. Ils ont sécurisé quelle zone? Le centre Mali. Le centre du Mali n'a pas été sécurisé. Le centre du Mali, il n'y a pas... Moi, je vais au moins 6 fois au Mali et au centre, là où il y a les conflits. Je suis revenu de là. Le centre du Mali, la situation même s'est aggravée depuis que les forces étrangères sont là. C'est votre avis également? Malheureusement, c'est le cas. Puis l'arrivée des Mais militaires... ça ne veut pas pour autant dire, comme on dit, corrélation ne veut pas dire causalité. Donc le plan Serval et l'opération Barkhane ont été un échec? Moi, je pense que Serval a été une réussite. Je pense que Serval a été une réussite parce que vraiment on a chassé ceux qui étaient problématiques, mais on n'est pas allé au bout de ce qu'il fallait faire à ce moment-là. C'est-à-dire que Serval a voulu, pour moi, faire une opération de com après l'opération militaire. Et je pense que c'est là qu'ils se sont trompés parce qu'ils se sont dit bon, ça y est, on va être accusé de néocolonialisme, donc bon, on va laisser l'armée malienne avancer sur certaines choses. Nous, on a fait le travail, on part. Mais c'était l'occasion rêvée pour vraiment sécuriser, pour en finir une bonne fois. Et malheureusement, l'armée malienne, en avançant, a commis des exactions. Je me souviens très bien en début 2013, l'armée malienne a commis des exactions. Oui, sur des populations civiles. Et je me souviens même qu'en février 2013, lors de la présentation de la feuille de route sur la suite des choses à l'Assemblée malienne, la députée de Douentza avait dit « Mais l'armée malienne avance, mais elle est en train de commettre des exactions sur nos parents à nous. » Et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Et les gens l'ont hué, ont dit non, mais c'est pas vrai, vous êtes en train de saper l'autorité, le moral de l'armée. Il faut être très froid et très réaliste. Il y a eu des mauvais recrutements dans l'armée. Dans l'armée malienne, il y a des gens qui n'avaient pas du tout leur place. Il y avait un sentiment de vengeance aussi. Et puis pareil, les gens sont arrivés là en se disant mais vous avez été occupés par les djihadistes, par le Moujao, vous les avez rejoints, donc vous étiez complices, donc des gens ont été tués. Moi, je pense que vraiment, quand on commence quelque chose, il faut aller au bout. Je dis corrélation n'est pas... Opération, j'aimerais en revenir. Pourquoi l'opération Barkhane a été Parce que Barkhane dit combattre les terroristes. Donc les terroristes, on les a ramenés aux djihadistes uniquement. Pour moi, il y a plein de formes de terrorisme. Il y a le terrorisme ethnique aussi, par exemple. Pour avoir interrogé des gens dans diverses sphères, les gens disent « Oui, mais vous savez, en réalité, Barkhane, pour qu'on intervienne, il faut que l'État malien nous le demande. » On a un mandat très précis des Nations Unies et aussi on est en lien avec le Mali. Mais vous avez la société civile malienne dans une partie qui dit oui, les Français, vous voulez les ressources, dégager, etc., etc. Donc la France ne prendra jamais l'initiative de faire quoi que ce soit pour la protection des civils ainsi, même s'il y a des carnages qui se passent à côté. Il y a même des gens qui collaborent avec les Français, qui leur donnent des informations, comme dans le Gourma, des communautés Touareg qui sont tués par les djihadistes à cause de ça et les Français n'interviennent pas. C'est très dur pour l'orgueil des Maliens de l'accepter, mais notre armée, qui je pense doit vraiment être la première force légitime, c'est sur elle qu'on doit compter. Aujourd'hui, elle n'est pas capable, mais avec l'aide de tout le monde, elle est en train de s'améliorer petit à petit, mais pas du tout suffisamment vite. Non, enfin, moi, en tout cas, je crois que l'erreur commise par moi, les histoires des exactions de l'armée malienne, etc., bon, j'ai ouï dire, mais je n'ai pas vu, en tout cas, de documents ou bien des rapports précis. Il y a Human Rights Watch et le FIDH, ouais. Et puis aussi la MINUSMA qui a fait des enquêtes. Oui, la MINUSMA, écoute, quand on interdit à une armée nationale d'accéder à une partie de son territoire, je crois que déjà, il y a un échec. L'armée malienne, pendant plus de 4 ans, on a carrément interdit d'aller à Kidal. Et quand on parle de mandat de l'ONU, qui est-ce qui négocie pour nous? C'est la France. Donc, tout le dessin là, c'est la France, c'est sur mesure. Donc, on doit s'en prendre à nous-mêmes dans ce cas-là. Moi, je suis d'accord. On a toujours notre part de responsabilité, mais quand il faut parler de faits factuels, ça, c'est la réalité. Maintenant, changer de comportement, parce que je suis convaincu, comme beaucoup d'autres, qu'on ne peut être trahi que par les siens. Moi, la dernière responsabilité nous incombe. Mais quand il faut parler de faits factuels, voilà ce qui se passe. Les mandats de l'ONU, MINUSMA, etc., c'est la France qui, quand même, négocie. Mais sans la France, permettez-moi de demander, où en serait-on au Mali? On survivra. Moi, je suis convaincu qu'on ne va pas... Il faut sortir de cette... Je ne sais pas si vous avez un peu lu le triangle dramatique de Capman, là où il y a la victime, le sauveur, le persécuteur. Honnêtement, on a mis
le Mali dans une position de victime, mais qui n'est pas confortable. D'ailleurs, qui est... On a mis, vous parlez, nommez-le. Bon, vous savez, il y a les uns, il y a les autres, il y a les etc. Donc, Non, mais clairement, on est en train de parler de politique. Je crois que le vrai problème est-il politique? Le Mali s'est retrouvé dans une position de victime. Maintenant, comment? Je ne saurais pas le dire. Mais pour avoir la solution, il faut connaître le comment. Oui, mais ça va venir. Selon moi, la responsabilité incombe aux Maliens, encore et une fois de plus. Et à l'État malien? À l'État malien, une fois de plus. Ça ne veut pas pour autant dire que l'extérieur n'a pas commis des erreurs stratégiques. Pour moi, l'une de ces erreurs stratégiques, c'était l'affaire de Serval. Pour moi, une autre de ces erreurs stratégiques, c'était que les partis qui ont participé aux négociations à Alger n'ont pas poussé à être suffisamment inclusifs des autres communautés. C'est inacceptable que ce soit juste des communautés du Nord et en plus des groupes armés qui ont forcé la légitimité qui est fait partie de ces accords. Parce qu'en plus, ça vole les voix de la communauté, de la société civile aujourd'hui. Moi, je trouve que quand on est à Kidal ou quand on est à Ménaka, il n'y a pas de voix de société civile. Ce sont les groupes armés qui font des communiqués chaque fois qu'il arrive des choses de la société civile. Mais je dirais que... C'est ce que demande également l'État. L'État dit qu'elle n'a pas assez d'informations qui remontent de la population. Je vous donne un exemple très clair. L'année dernière, des membres d'un des groupes acceptés comme légitimes du MSA ont été accusés d'avoir tué des civils dans la région de Ménaka. Et le chef de la section droits humains de la MINUSMA a tout de suite condamné. Et le chef du MSA est venu dire « mais de quoi vous parlez? Vous n'êtes jamais venu sur le terrain, de quoi vous vous mêlez ?» Et ça a été vraiment une grosse gifle pour la MINUSMA, parce que peut-être que la MINUSMA avait raison, sans doute qu'elle avait raison, mais elle n'a pas accès à tous ces endroits sur le terrain, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on peut difficilement comprendre. Mais en même temps, lorsque vous prenez les gens de Kidal aujourd'hui, qui eux sont les moins intégrés à l'accord et à tout ce qu'il y a, ils vous disent « mais nous on est mieux à Kidal qu'au centre du Mali ?» Ils vous disent, nous, on est tranquille, on a nos propres groupes, on est respecté un minimum, on a des conflits internes entre nous, mais on va régler ça entre nous. Donc pour moi, il y a des responsabilités à des tas de niveaux différents. Chacun essaie de trouver les solutions qu'il peut trouver, mais je ne pense pas que la solution, ce sera dans le fait de s'aliéner les gens qui sont venus nous aider. Moi, je pense que c'est à nous d'imposer avec notre diplomatie ce qu'on veut. Et ne pas non plus se laisser intimider par le poids que certains religieux peuvent avoir, le poids qu'une espèce de foule publique peut avoir, parce qu'on voit les effets que la foule peut produire. On a vu ça lorsqu'il y a eu les massacres de Sobaneda, on a vu ça lorsqu'il y a eu les massacres de Ogosagou et autres. Donc il y a un moment, l'État doit prendre ses responsabilités, être ferme avec la population aussi, et puis mettre son agenda et avancer dessus. Si vous deviez matérialiser ici par peut-être un mot en langue ou peut-être par un geste, la paix qui devrait y avoir entre le peuple dogon, l'harmonie et la nation Peul. Dans quelle langue? Je laisse le natif du centre répondre avant moi. Mais bon, vous êtes quand même aussi au courant, vous êtes chercheur et je vous suis content, donc vous connaissez aussi, même si vous êtes carrément de l'autre côté, c'est vrai qu'il vient de Kaïkaï et le centre, c'est quand même... Moi je dis toujours, je n'ai rien à voir, je dis toujours au Peul, le centre, je dis ce sont vos parents à vous. C'est ce que je dis toujours, je dis ce sont vos parents à vous. Mais plus sérieusement... Et vous êtes des frères, même s'il y en a un à Kaï et un autre. Non, moi vraiment, si on doit parler de ça, j'aurais voulu dire des choses en langue locale. Par exemple, il y a une expression qui pour moi est très superficielle, même si c'est importante, c'est de dire Baba goto, nene goto, donc même père, même mère, et après de le dire en dogon aussi, Batru, Natru. Les gens ont beaucoup proclamé ça. Bon, c'est vrai, c'est beau, mais c'est très superficiel une fois qu'on a dit ça. Moi, je veux revenir à la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Vraiment. Avançons de cette manière-là, soyons inclusifs, faisons parler tout le monde, que ce soit sous un cadre républicain et qu'on ne se laisse pas distraire par les fake news, qu'on ne se laisse pas distraire par les menaces, les fantasmes, les paranoïas et autres. Par les tensions qu'on essaie de créer entre la nation Peul et la communauté dogon. Il faut sortir absolument de cet enfermement identitaire, de cette obsession ethnique et vraiment se dire la vérité en face. Parce qu'il y a toujours des fantasmes où on dit, bon, voilà, il y a ceci, il y a Cheikh Amadou, la Dina, l'autre qui veut redynamiser son empire, tu vois, qui date, je ne sais pas, de... Ça, c'est l'un des mots du Mali, ouais, c'est qu'en fait... C'est grave, du XVIIIe siècle, il parle de redynamiser un empire qui a quand même fait, c'est le XVIIIe siècle, 19e, ouais. 19e siècle. Or,
les pays Dogon, en tout cas, cette partie du Mali est occupée depuis le XIIIe siècle. Donc quand ces messieurs viennent, vous voyez. Donc quel sera le mot de la fin? Ben, le mot de la fin, est-ce que vous êtes d'accord? honnêtement, oui. Moi je dirais un mot de la fin qui n'a rien à voir avec tout ça, mais je le laisse dire le sien. Moi, le mot de la fin, c'est très simple. Il y a une petite chanson en Dogon qui explique un peu, qui dit Jule yomankwe bar koma olo gabaygo koma yodule bon le yomankwe. Ça veut dire tout simplement qu'il y a la grotte où vraiment il y aura le vrai jugement. C'est trop noir. Il faut qu'on soit ensemble pour pouvoir chasser cette obscurité-là. Je trouve que c'est super. J'aimerais m'arrêter là-dessus. Je trouve que c'est bien de s'arrêter là-dessus. Mais moi, je veux juste dire qu'une fois de plus, il faut qu'on mobilise les forces qu'on a chez nous. Il faut qu'on mobilise les chercheurs, qu'on mobilise les historiens, qu'on mobilise les griots pour vraiment sortir de ce carcan faux d'une histoire linéaire du Mali, qu'on rappelle que chacun a été étranger à un moment, chacun a été accueilli à un moment. Les Dogons sont présents depuis le XIIIe siècle, les Peuls sont venus par vagues différentes de nomadisme, chacun est venu trouver d'autres. Donc la question de l'indigénat, c'est une fausse question. Donc qu'on nous réapprenne, qu'on nous redise quelles sont vraiment nos histoires et qu'on apprenne que nos destins sont profondément imbriqués et que cette guerre-là, elle va finir, mais demain, on devra avoir affaire les uns aux autres de toute façon. Si Tutsi et Dogon, si Tutsi et Hutu l'ont fait, alors il n'y a pas de raison pour que nous, on ne puisse pas le faire au Mali. Ce sera donc les mots positifs de la fin. Je vous remercie Baba Alpha et Drissa Kanambaye. Et on se retrouve mardi prochain sur le plateau de l'émission Bienvenue chez Pris à 19h. Et en attendant, n'oubliez pas de nous rejoindre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux.